J'invite beaucoup mes compatriotes à exploiter ces nouvelles opportunités. Parce que la fonction publique québécoise, à différents niveaux, nous permet d'avoir une certaine intégration dans notre communauté qui nous accueille, de pouvoir également contribuer au service public. Alors voilà, chers amis, chers téléspectateurs, on est aujourd'hui au MAPAC, on est avec le sous-ministre adjoint, M. Abdoul Aziz Niang, et c'est un vrai privilège d'être dans ce bureau où beaucoup de décisions se prennent. Bonjour, M. Niang. Bonjour à vous. Vous allez bien? Merci, je vous remercie, et vous? Ça va très très bien, merci. Aujourd'hui, on est, moi comme beaucoup de personnes qui nous regardent, en tout cas, je suis surpris. Je suis surpris parce que ça fait pas longtemps, je ne savais pas qu'un compatriote occupait un si grand poste dans la fonction publique. Comment vous vous sentez dans votre peau? Je me sens très très bien, je vous remercie. Je me sens très bien. Vous êtes bien, hein? Je me sens très bien, dans ma peau et dans mes fonctions aussi. Et dans vos fonctions, une des fonctions qu'on va sûrement découvrir avec vous. Dites-nous un tout petit peu, qui est vraiment M. Niang? Je m'appelle Abdoul Aziz Niang. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis le sous-ministre adjoint aux pêches et à l'aquaculture pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est un privilège d'occuper ce poste-là depuis 2012. Ça fait 10 ans, que j'occupe cette fonction-là. Félicitations. Voilà. Je suis un économiste de formation, je maîtrise en économie et j'ai une maîtrise en gestion des pêches. Alors je suis dans le domaine que j'aime beaucoup, donc c'est un privilège d'occuper cette fonction-là et j'en suis très heureux. Et comment vous avez chuté ici à Québec, au Canada? Pourquoi pas dans un autre pays? Vous savez, j'ai toujours... Quand j'ai fini mes études au Sénégal, j'ai eu une maîtrise à l'Université de Dakar, j'ai commencé à travailler dans le domaine des pêches. Après 4 ans, je voulais me perfectionner dans ce domaine-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une bourse de l'Agence canadienne de développement international pour venir faire une maîtrise en gestion des pêches à l'Université du Québec à Rimouski. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé au Québec en 1988. En 88, ça remonte longtemps, ça? Oui, 32 ans après, 33 ans après, on est encore au Québec, alors voilà. On allait, et puis on occupe des bons postes. Comment a été votre intégration? Parce que on sait que parfois, à ce moment-là, ça devait être plus difficile. Comment l'avez-vous trouvé? Et puis, quelles ont été les difficultés et comment vous avez traversé ces difficultés-là? Et est-ce que c'est comparable à aujourd'hui? Oui, vous savez, on parle des années 90. Hein. Moi, je suis arrivé au Québec en 1988, dans une région à Rimouski, donc dans le bas du fleuve. Et en ce moment-là, on n'était pas nombreux. La communauté africaine, même au Québec, n'était pas assez nombreuse. Donc notre intégration, je dirais, a été complexe parce que nous avons traversé des difficultés d'intégration, des difficultés au niveau de l'emploi. Je vous rappelle également que dans les années 1990, le taux de chômage au Québec frôlait le 14-15%. Mon Dieu, aujourd'hui on est à 0. Aujourd'hui on est presque à 0, on est en manque de main-d'œuvre. Vous comprendrez donc que le contexte n'était pas pareil. Mais à force de travail, à force de résilience et de labeur, alors nous avons fait notre chemin dans cette société-là jusqu'à occuper cette fonction-là aujourd'hui. Ben, on parle, vous étiez à Rimouski, je pense, c'est là où était aussi le célèbre comédien sénégalais, notre aussi, compatriote Boucar Diouf, que nous saluons. Exactement, que nous saluons avec plaisir. Et on a aussi un de vos compatriotes aussi qui est un ami qui a le cabaret de la diversité que je salue d'ailleurs aussi. Peut-être que vous ne savez pas, vous aurez l'occasion de le découvrir. Alors, une fois que vous vous êtes installé, comment est-ce que vous avez fait pour... Ces difficultés-là, quel a été le vrai secret pour vous pour les traverser? Vous savez, quand on a fini nos études au Québec, déjà la première difficulté que nous avions, c'est
avoir le privilège ou les autorisations pour travailler. Ok. À ce moment-là, les formalités administratives pour rester au Québec, pour faire, étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Et donc, nous avions pu traverser pendant plusieurs années. Donc, nous avons travaillé dans tous les domaines, dans toutes sortes de domaines, pour gagner notre vie. Et également, nous avons, personnellement, moi, j'ai participé aux différents concours de la fonction publique québécoise. Le fameux concours. Le fameux concours dont vous avez parlé. Oui. Alors, donc, je l'ai réussi haut la main. Okay. Et j'ai commencé la fonction publique en 1992, que je suis rentré dans la fonction publique. 20 ans 28 ans. 28 ans. Okay. Fait 28 ans dans la fonction publique, toujours dans le même ministère. Okay. Et je pense que l'un des avantages que j'ai eu, j'ai été recruté dans des régions du Québec. Okay. Je pensais qu'en ce moment-là, la compétition était très forte au niveau de Montréal et de Québec, mais dans les régions maritimes, je pense que ça a facilité beaucoup notre intégration professionnelle et notre intégration sociale. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque on vit dans une communauté où nous sommes une minorité, nous sommes obligés de nous frotter à cette communauté-là. Et donc, nous avons vécu dans les régions où... moi, j'ai vécu dans des régions où j'étais le seul noir, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Wow. Pendant plusieurs années. C'était pas compliqué? Alors, vous comprendrez que je ne passais pas inaperçu dans cette communauté-là, mais ça m'a permis de découvrir le Québec et puis de comprendre comment la population québécoise pense, comment la population québécoise fonctionne. Et ça a facilité un peu mon intégration parce que, donc, en étant au quotidien en rapport avec eux, ça m'a permis de découvrir ce peuple, cette communauté-là, que j'apprécie beaucoup en passant. Croyez-vous que ça vous a poussé plus au repli ou bien le fait d'être plus extraverti? À mon avis, quand on vit dans une région où il y a beaucoup moins de compatriotes, cela facilite beaucoup notre ouverture vers la société qui nous accueille. Donc, parce que nos voisins, nos contacts, nos amis, nos fréquentations sont des gens de la communauté et donc ça facilite beaucoup notre compréhension et notre lecture de cette communauté-là. Et je pense, moi, que c'est vraiment... nous avons le devoir, quand on arrive dans une communauté, dans une société, de faire l'effort de découvrir cette société-là, de découvrir leurs règles, de découvrir leur fonctionnement, leurs valeurs. Et ça facilite la communication entre les deux communautés. Également, cette communauté-là doit faire des efforts pour nous accueillir, mais nous devons faire des efforts aussi pour les comprendre, pour nous intégrer à cette communauté-là, et je le recommande fortement à mes compatriotes qui arrivent au Québec. Alors, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la fonction publique. Quelle est votre analyse? Quelle est votre lecture de la fonction publique à l'heure où nous parlons? Quels sont les avantages, les inconvénients un tout petit peu? Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent à propos de la fonction publique et surtout des postes de hauts dirigeants que vous occupez actuellement? Vous savez, le jour où j'ai discuté avec ma mère, où j'ai informé ma mère qu'on m'avait offert un poste dans la fonction publique québécoise, ma mère s'est inquiétée. Parce que, il me disait, vas-y, est-ce que parce que tu n'arrives pas à trouver un autre emploi, parce que un emploi de fonction publique. Et je lui ai dit, écoutez, maman, vous savez, j'invite beaucoup mes compatriotes à exploiter ces nouvelles opportunités. Parce que la fonction publique québécoise, à différents niveaux, nous permet d'avoir une certaine intégration dans notre communauté qui nous accueille, de pouvoir également contribuer au service public également, mais avec des conditions de travail qui sont intéressantes, je pense, autant pour les Québécois que pour nos compatriotes. Et je souhaite que nos compatriotes puissent encore s'investir dans la fonction publique
québécoise pour contribuer au développement socio-économique de cette société-là, tout en se réalisant au niveau professionnel. C'est un souhait que je lance à mes compatriotes. Alors, parlant de fonction publique, selon les dernières informations que nous avons, des inputs que nous avons, ce n'est pas encore public, mais il semblerait que le fameux concours, parce qu'avant, pour la fonction publique, il fallait passer un concours, ce qui décourageait la plupart du monde. 90% du monde n'était pas dans la fonction publique à cause de ces concours. Mais il semblerait que ces concours vont disparaître. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Selon les discussions que nous avons à haut lieu, les règles d'embauche de la fonction publique québécoise devraient changer très certainement très bientôt, très bientôt. Je pense qu'au début d'année, on pourra espérer que tout ça sera mis en œuvre. Mais vous savez, le contexte actuel favorise beaucoup l'intégration de nos compatriotes dans la communauté service public du Québec. Vous comprenez, vous savez très bien, autant que moi, que le taux de chômage au Québec est à 4%. On parle presque de plein emploi. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre important, autant dans la fonction publique que dans d'autres secteurs d'activité. Et la fonction publique québécoise, elle est compétitive par rapport aux autres secteurs et offre des opportunités d'emploi qui permettent à mes compatriotes de pouvoir se réaliser pleinement au niveau professionnel et au niveau personnel et familial. Les conditions de travail sont relativement intéressantes, autant que dans le secteur, ou plus que le secteur privé. Alors, toujours si on reste dans la fonction publique, j'aimerais qu'on parle de votre fonction en tant que sous-ministre adjoint. Nous autres qui venons d'ailleurs, quand je dis ailleurs, je parle de toute la diversité des communautés de la diaspora. Quand on arrive ici, on trouve que les choses sont complètement différentes, surtout dans la pêcherie, l'agriculture et l'alimentation dont vous êtes le sous-ministre adjoint. Quels sont les fondamentaux, quelles sont les choses à savoir, quelles sont les bases, en quelques mots? Qu'est-ce que ceux qui nous regardent aujourd'hui doivent savoir en ce qui concerne tout ça? Parce que moi, j'aimerais faire comme en Afrique. Là, je me lève, je prends ma canne à pêche, je vais pêcher mon poisson, je rentre et je mange. Mais ici, ce n'est pas pareil. Je vais me faire arrêter, je vais prendre des amendes qui vont coûter plus cher qu'un billet d'avion. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous savez, ici au Québec, l'industrie des pêches et de l'aquaculture dont je suis responsable est une industrie extrêmement importante pour les régions maritimes du Québec. Nous parlons d'une industrie qui tourne autour de 600-700 millions de dollars par année. Dans les régions maritimes du Québec, c'est un moteur économique extrêmement important. Vous savez, l'industrie des pêches ici au Québec, c'est une industrie très moderne. Très moderne. La pêcherie québécoise, elle est contrôlée. Ce sont des pêcheurs professionnels qui suivent une formation professionnelle. Il y a une école professionnelle des pêcheries et de l'aquaculture. Et donc, ce sont des entrepreneurs. Ils ont leur propre entreprise de pêche. Notre travail consiste à accompagner ces intervenants dans l'industrie par un soutien technique, par un soutien financier. Par exemple, nous leur offrons des prêts et des garanties de prêts pour acheter des bateaux. Quand un pêcheur va acheter un bateau, c'est le gouvernement qui lui donne le prêt. On lui donne 90% de prêt. Donc moi, à tous les jours, dans mon travail, consiste... Ce qu'on voulait savoir. Qu'est-ce que vous faites dans mon travail, jours, par exemple? Tous les jours, consiste à faire des évaluations de prêts aux pêcheurs, à des entreprises. Donc, des aides financières, comme une banque, comme une institution financière. Donc, c'est vous qui décidez? Nous avons un portefeuille de prêts. Qu'on donne aux pêcheurs. On peut donner près de 2-3 millions de dollars. À des pêcheurs. Juste pour faire de la pêche. Pour construire leurs bateaux. Également, les entreprises qui font la transformation de ces poissons-là aussi sont supportées par le gouvernement au quotidien. Nous leur donnons des aides financières
pour moderniser leurs équipements, pour développer de nouveaux produits, pour faire des exportations un peu partout dans le monde. Donc nous accompagnons au quotidien les industriels de la pêche québécoise dans le développement de leur industrie. Ma question, la question de l'un de nos téléspectateurs qui savait qu'on avait une émission aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez, quelles sont les marges sécuritaires, comment est-ce que vous vous assurez que ces pêcheurs-là puissent vraiment respecter les clauses que vous mettez en place pour ne pas faciliter des maladies? Parce que, comme vous le savez, l'aquaculture peut causer des maladies quand on met n'importe quel poisson avec n'importe quel autre poisson et tout. Alors, quels sont les critères? Comment vous assurez ça? Vous savez, les règles, vous savez, nous sommes le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, on s'occupe de tout ce qui est alimentaire également. Cela signifie que dans toutes les usines de transformation de poissons au Québec, notre ministère envoie des inspecteurs pour contrôler la salubrité et l'hygiène des produits qui sont traités. Et je peux vous dire, au Québec, nous avons des règles d'hygiène et de salubrité de nos produits qui sont extrêmement sévères. Et donc, nous avons des produits d'une extrême grande qualité en termes de salubrité et d'hygiène. Donc, nous sommes très, très sévères selon les normes d'hygiène. Et nous faisons un contrôle au quotidien des produits qui sortent du Québec. Monsieur Niang, quel est votre poisson préféré, vous? Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Vous m'avez l'air très en forme. Qu'est-ce que vous mangez? Vous savez, moi, je suis dans le domaine du poisson, alors je me nourris de produits marins. Okay. Je me nourris de poissons. Je suis plus poisson que viande. Okay. Peut-être que je mange du poisson 4-5 fois par semaine. Et je peux vous garantir que le poisson, actuellement, c'est un aliment qui est bon pour la santé. Alors, et de plus en plus, le consommateur découvre les qualités nutritives qu'il y a dans le poisson, donc dans un contexte actuellement où il y a beaucoup de maladies qui circulent dans le monde. Oui, parlant des maladies, on sait que les OGM ont pris complètement le marché. Comment est-ce que, en tant que sous-ministre adjoint de l'alimentation, comment est-ce que vous vous assurez que ces OGM ne se répandent vraiment pas extrêmement dans les aliments que nous mangeons tous les jours? Vous savez, une facette de notre travail extrêmement importante est vraiment de nous assurer d'un développement durable de notre industrie. Donc, nous voulons des produits de qualité qui tiennent compte de la santé de la population. Au Québec, nous avons interdit les poissons OGM au Québec. Okay. Ce n'est pas permis au Québec. Et nous en sommes extrêmement fiers. Nous en sommes extrêmement fiers de baser notre industrie sur des produits de développement durable. C'est un principe sur lequel nous comptons. Vous savez, l'aquaculture, tous les experts s'entendent pour dire que c'est l'aquaculture qui va nourrir le monde demain. Et au Québec, nous avons beaucoup d'opportunités en aquaculture parce que nous avons beaucoup de plans d'eau et puis nous avons beaucoup d'hydroélectricité. Et donc, mais nous favorisons une aquaculture durable, donc qui n'utilise pas de pesticides ou qui n'utilise pas de OGM dans notre aquaculture et dans tous nos produits. Donc, nos produits sont des produits extrêmement sains et de très bonne qualité pour la santé humaine. En tant que Sénégalais d'origine, quelles sont vos relations avec vos homologues des pays africains? Je dirais que nos relations commerciales sont très très faibles. Je suis bien fier de notre communauté à Québec. S'il fallait le refaire, quelles sont les choses que vous regrettez? Et s'il fallait le refaire, quelles sont les choses que vous changeriez? Vous savez, les choses qu'on regrette, c'est... Vous attendiez pas celle-là? Je ne m'attendais pas à cette question-là, elle est très pertinente. Je suis, en général, je suis un optimiste dans la vie. Okay. Je ne regrette pas du tout
mon immigration au Québec, au Canada. Okay. Je pense que j'ai pu réaliser mes rêves professionnels et mes rêves personnels au Québec. Okay. Donc, je n'ai pas beaucoup de regrets dans mon parcours. Je souhaite ce que je souhaite. Je souhaite la santé, je souhaite la santé, et je souhaite la santé puis à ma famille et à toute la communauté pour pouvoir encore faire beaucoup de choses encore dans la vie et dans la communauté, pour la communauté aussi. Merci beaucoup, messieurs Niang. Merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau au 200 chemin Sainte-Foy au MAPAC. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons pouvoir nous séparer de monsieur le vice-premier ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation, monsieur Aziz Abdoul Niang. Nous espérons que le temps que nous avons passé, les discussions que nous avons eues, et bien sûr des conseils ou alors les recommandations que M. Niang nous a partagées aujourd'hui pourraient vous être utiles dans le futur. Que vous soyez au Canada, au Cameroun, au Sénégal, au Nigeria, quel que soit le pays où vous êtes, si vous écoutez cette vidéo et qu'elle vous plaît, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous voulez joindre M. Niang, il est joignable. Vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez que nous puissions lui adresser des informations pour vous. Mais en attendant, prenez soin de vous. C'était Florent Léal, bien sûr, fier promoteur de Diaspora Interaction et animateur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine avec notre prochain invité. Bye bye.